Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je me propose de vous proposer l'ensemble de l'instrument d'analyse que nous allons utiliser au cours de ce stage. Alors d'abord, il faut que je vous dise que dans le cadre de ce stage, qui est un stage de formation, je ne ferai ni de la théorie pure, parce que je pense que ce n'est pas votre objectif, que vos préoccupations vont du côté de la pratique pédagogique, mais d'autre part, je ne peux pas non plus prétendre faire de la pratique pédagogique dans le cadre d'une classe, puisque d'une part, nous ne sommes pas ici dans le cadre d'une classe, que même si vous allez travailler en atelier, vous ne serez pas dans le cadre réel d'une classe, et d'autre part, parce que moi, ne connaissant pas le contexte réel dans lequel vous travaillez, eh bien, je ne peux pas prétendre vous donner des conseils pour vous dire comment il faut faire. Alors, il me semble que le meilleur lieu de formation pour des professeurs qui travaillent dans un certain pays, c'est d'essayer de vous donner plutôt un savoir interroger le langage, un savoir interroger les textes, de façon à ce que vous, par la suite, vous voyez ce que vous pouvez utiliser de ce que nous ferons ici dans le cadre de la classe. Autrement dit, il s'agit d'un lieu très pédagogique qui doit constamment alimenter ce que vous ferez dans votre classe, et évidemment, c'est à chacun de vous de voir ce que vous pouvez en faire. Alors donc, je vais dans un premier temps vous présenter un instrument d'analyse que je ne vais pas justifier, puisque nous n'aurons pas le temps, ce n'est pas vraiment un cours de théorie, et je ne présenterai de l'instrument d'analyse que la partie qui est susceptible de pouvoir nous aider à mieux analyser les textes. Donc, dans un premier temps, quelles sont les grandes lignes qui permettrait de définir l'acte de langage, puisque après tout, l'acte de langage, eh bien c'est avec ça que l'on travaille. Le premier problème qui se pose, vous le connaissez, ça consiste à se demander qui parle, à qui, de quoi et comment. Alors je vais partir d'un premier exemple. Imaginez un père qui entre chez lui, la famille est là présente, et il rentre et il dit « Tiens, il y a une veste par terre ». Et voilà que le fils, l'enfant de la famille, se précipite, ramasse la veste et va la ranger, ou du moins va la porter dans sa chambre. Alors, il faut reconnaître quand même que cette réflexion, cet énoncé qui a été produit par le père, est tout à fait étrange, parce que rien dans ce qu'il a dit ne semble être un ordre. Il n'a pas dit à son fils « ramasse cette veste », il n'a pas dit à son fils « va ranger cette veste », il dit simplement « tiens, il y a une veste par terre ». Autrement dit, si je m'intéresse à la partie explicite de cet énoncé, c'est-à-dire ce qu'a dit le père, eh bien, on peut dire qu'il y a dans cet énoncé quelque chose qui a l'air d'être un étonnement, tiens, et puis quelque chose qui a l'air d'être une constatation. Il y a une veste par terre. Et pourtant, si je regarde globalement tout ce qui s'est passé, j'ai bien l'impression que c'est un ordre. Alors, comment est-ce possible? La première explication consiste à dire ce qui compte, ce qui est le plus important dans l'acte de langage, ce n'est pas ce que l'on dit, mais c'est ce qui est implicite, c'est-à-dire ce que l'on ne dit pas et qui pourtant est compris. En fait, en réalité, il faut se dire que l'enjeu de l'acte de langage, c'est de jouer avec ce que l'on dit et ce que l'on ne dit pas, avec ce que l'on dit explicitement et ce que l'on donne à entendre ou ce que l'on laisse entendre. D'où tout le problème se pose de savoir comment est-ce que l'on peut arriver à analyser l'implicite. Alors, je vais vous proposer un moyen d'essayer de comprendre comment s'établit cette relation entre l'explicite et l'implicite, entre ce qui est dit et ce qui n'est pas dit. Première explication, elle consiste à dire que quand il y a une interaction, quand il y a deux personnes,
Et pas simplement quand il y a une interaction, parce que ça peut être aussi bien dans le cas où on écrit un article de journal, où on fait une affiche publicitaire, où on écrit une lettre à quelqu'un. Eh bien, il y a d'abord deux personnes en présence que l'on peut appeler les partenaires et qui savent qu'ils se trouvent par avance dans un certain statut et que chacun voit l'autre d'une certaine façon, fait des hypothèses sur ce qu'est l'autre, et que, en plus, les deux se voyant comme ça dans une interrelation, eh bien, par avance, une fois de plus, ils savent qu'ils sont reliés l'un à l'autre par un contrat. Ces deux personnes constituent, dans une certaine définition de l'acte de langage, ce qu'on peut appeler les partenaires. Alors, je vous propose qu'on essaye de voir ça à partir d'un schéma général que j'ai représenté sur ce tableau. Les partenaires que je viens de définir sont, d'une part, celui qui produit l'acte de langage et que je vous propose qu'on appelle le je communicant ou le sujet communicant, on pourrait dire le yo, peu importe l'étiquette, il faut comprendre qu'il s'agit de la personne qui, à ce moment-là, est dans l'action de produire un acte de langage. Premier partenaire. De l'autre côté, celui que l'on peut appeler le sujet interprétant, c'est-à-dire le partenaire dont je tiens compte lorsque je veux produire un acte de langage. Et tous les deux se trouvent reliés par une sorte de contrat. Un contrat imaginaire, un contrat supposé. On peut, d'ailleurs les deux partenaires peuvent se tromper sur le contrat qui les relie l'un à l'autre. Et finalement, le malentendu, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le cas où le sujet communicant, au moment où il produit un acte de langage, pense que le contrat qui le relie au sujet interprétant est un contrat X, et le sujet interprétant pense que le contrat qui le relie au sujet communicant est un contrat Y. Ça, c'est le cas du malentendu. Alors, on peut très bien illustrer l'exemple que je viens de donner par ce schéma en disant: si l'enfant a compris qu'il s'agissait d'un ordre, ou si le père voulait finalement donner un ordre à son fils à travers cet énoncé « tiens, il y a une veste par terre », c'est bien parce que ces deux partenaires se reconnaissent dans un certain contrat où l'un, le père, est en position d'autorité, l'autre, le fils, est en position, disons, d'infériorité par rapport à cette autorité, en tout cas il n'a pas le même statut d'autorité, et que, semble-t-il, dans la vie de cette famille, il y a un certain nombre de règles morales, de règles de pratiques de la vie familiale qui se sont instituées et qui constituent ce contrat. Alors, effectivement, ça nous permet de comprendre que, malgré ce qui est dit, je vais revenir sur le circuit du dire, malgré ce qui est dit, eh bien, la position des deux partenaires et la façon dont ils se reconnaissent l'un à l'autre va permettre à cet implicite, l'ordre, de fonctionner dans l'acte de communication. Seulement, le père, il a bien dit quelque chose. C'est-à-dire que, malgré le statut d'autorité qu'il a, dans ce qu'il a dit, il s'est construit une certaine image de sujet énonciateur. Le je serait celui qu'on peut appeler l'énonciateur. C'est-à-dire qu'au moment où il a dit « tiens, il y a une veste par terre », eh bien ce « tiens, il y a une veste par terre » est de la responsabilité d'un sujet énonciateur qui a l'air de s'étonner par le « tiens » et de constater par « il y a une veste par terre ». Et dans le même temps, il construit une image du sujet destinataire, le tu-dé, que l'on appellera le destinataire, qui est l'image de son fils, de l'enfant, qui est censé comprendre que derrière cet étonnement et cette constatation, il y a en fait un ordre. Mais en fait, l'enfant, quand je dis que l'enfant a ramassé la veste et est allé la ranger, c'est un cas possible. C'est le cas où l'enfant sujet interprétant
a compris l'image du sujet destinataire qu'avait construit son père et a accepté de s'identifier à lui. Mais imaginez que l'enfant, un peu rusé, astucieux, s'amuse en disant « Oui, tiens, il y a une veste par terre ». Eh bien, ça nous permet de bien comprendre la différence qu'il y a entre le sujet interprétant et le sujet destinataire, parce que ça voudrait dire que l'enfant prendrait, comme on dit, au premier degré, littéralement, l'énoncé de son père, et ferait comme s'il ne supposait pas que derrière cette constatation, il y a un ordre. Voyez ? Donc, il est tout à fait fondamental, quel que soit l'acte de langage, quels que soient les textes avec lesquels nous allons travailler, de comprendre que, en fait, eh bien, on est toujours 4 sujets de langage. On pourrait même dire que c'est le cas dans le monologue, d'ailleurs. Mais prenons simplement le cas du dialogue, ou prenons le cas de tout acte de communication où il n'y a pas de dialogue. Il y a toujours, devant tout acte de communication, deux protagonistes, si vous voulez, qui sont véritablement des êtres de parole. C'est tout ce qui est dit à travers l'explicite du langage. Et puis, il y a 2 partenaires qui sont des êtres avec des intentions, des statuts, et reliés par un certain contrat. Ce qui me permet de donner une définition générale à tout acte de langage, de dire que tout acte de langage, c'est la combinaison entre un dire et un faire, entre un circuit interne, qui est le circuit de la parole explicite, prononcée, et un circuit externe, qui est le circuit de ce contrat qui relie les 2 partenaires, lesquels ont chacun des statuts particuliers. Je voudrais terminer l'explication de ce schéma en donnant un dernier exemple. Imaginez que vous entrez dans un taxi et vous commencez à raconter au chauffeur de taxi votre vie. Vous lui dites « Ah, ce matin, je me suis levé, ça se passe pas bien, j'ai mal au ventre, etc. » Il y a de fortes chances pour que, même je pense ici au Mexique, où les chauffeurs de taxi ne sont pas comme les chauffeurs de taxi parisiens, je pense qu'au bout d'un moment, quand même, il va se retourner et vous demander « Où est-ce qu'on va ?» Que se sera-t-il passé? Eh bien, que le chauffeur de taxi, vous reconnaissant comme un client, n'entend pas dans tout ce que vous dites le contrat qui s'établit dès l'instant que vous entrez dans un taxi. Dès l'instant que vous entrez dans un taxi, le contrat c'est « moi je suis client et je demande à mon autre partenaire qui est le chauffeur de taxi de m'emmener quelque part, en contrepartie, je vais le payer ». Le chauffeur de taxi, lui, dès l'instant que vous entrez dans le taxi, vous reconnaît comme un client qu'il doit emmener quelque part et qui doit le payer en échange de ce service rendu. Donc, en racontant votre vie, vous ne vous mettez absolument pas en prise avec le contrat. Le contrat n'est pas là présent. C'est pour ça qu'il va vous poser la question au bout d'un moment, mais où est-ce qu'on va? À l'inverse, regardez cette économie du langage au niveau du dire, c'est que je peux rentrer dans un taxi et puis de dire Cahiers Francia, par exemple, ou Cahiers Molière, par exemple. Et à ce moment-là, en ayant simplement dit Cahiers X ou Cahiers Y, voilà ce phénomène étrange de quelqu'un qui met son moteur en marche, qui change des vitesses et qui vous emmène à un endroit précis qui était justement là où vous vouliez arriver. Que s'est-il passé? Eh bien, le contrat ici permettait, puisque ce contrat c'est justement tout cet échange dont on a parlé tout à l'heure, la reconnaissance des 2 partenaires l'un à l'autre, permet de se contenter en tant que sujet énonciateur de dire rue X, rue Y.